Tout le monde était heureux, mais sa mère, inquiète, l'a obligé à le lui avouer. José Diogo avait besoin de beaucoup de contrôle et de fermeté, mais il l'a fait. Il a parlé de son handicap à cette femme. Je suis sûr qu'elle le savait déjà ou s'en doutait. En fait, la femme l'a accepté, disant que cela n'avait pas d'importance et qu'elle l'aimait. Sa mère ne lui faisait pas confiance, mais voyant son bonheur, elle l'a accepté. José Diogo l'aimait et s'efforçait de se rattraper, lui offrant des cadeaux coûteux et faisant tout ce qu'il pouvait pour lui faire plaisir. Il a obtenu son diplôme et ils ont prévu de se marier. Bientôt, lui, son beau-frère et sa sœur reprirent l'entreprise dont ils avaient hérité. Sa mère décéda subitement. C'est alors, comme tout le monde ici le disait, que tout s'est passé. Il réalisa et constata que son beau-frère volait point et elle l'appela, lui, son beau-frère et sa sœur pour discuter. Déception. Sa sœur savait et approuvait. Il quitta le bureau, incertain de la marche à suivre. Il décida d'en parler à sa fiancée et de l'écouter. Il se rendit chez elle, en dehors de ses horaires habituels. C'était l'après-midi. La fiancée vivait avec ses parents dans une très belle maison, un manoir. Ses parents étaient en voyage. Il sortit de la voiture et s'apprêtait à sonner lorsqu'il réalisa que le portail n'était pas verrouillé. Il l'ouvrit, entra dans le jardin et regarda le garage. Il fut surpris de voir une voiture, car elle appartenait à l'un de ses employés. Discrètement, il se dirigea vers l'arrière de la maison et entra par la porte du jardin. À l'intérieur, il s'arrêta dans la salle à manger car il entendait des conversations provenant du salon. Les voix étaient celles de sa fiancée et celles de l'employé. Il resta silencieux, adossé au mur. Il l'entendit. Il faut faire attention. José Diogo ne doit rien remarquer. Je t'aime, mais comme tu le sais, je dois l'épouser. Mon père est en difficulté financière. J'ai besoin de cette union. Je déteste la pauvreté. L'avantage, c'est que nous resterons amants. L'idée de vous voir ensemble ne me plaît pas, dit-il. Je comprends maintenant combien José Diogo a souffert en écoutant cette conversation. Il se contrôla sur le moment, quitta la maison en silence, retourna à la voiture et rentra chez lui. Il décrocha le téléphone, il ne voulait parler à personne. Il n'allait certainement pas rencontrer sa fiancée. Elle appellerait, mais il voulait réfléchir. L'autre jour, il avait décidé de vendre ses parts de l'entreprise. Il avait appelé et pris rendez-vous avec un homme, son concurrent, et négocié et vendu ses parts. C'était certainement une bonne affaire pour l'acheteur. Il rentra chez lui et s'y enferma. Ce soir-là, il appela sa fiancée, et sans un mot, la quitta, lui disant qu'il ne l'aimait pas. Le lendemain, lorsqu'il vendit ses parts de l'entreprise et alla prévenir sa sœur et son beau-frère, ceux-ci l'injurièrent. Il tourna simplement le dos et partit. Il loua la maison où il vivait avec tout, vendit sa voiture, fit une petite valise, fit un don généreux à un hôpital local, déposa le reste de l'argent à la banque et partit. Il se vengeait de sa sœur et de son beau-frère, car leur associé refusait d'être expulsé de sa fiancée et employée tentatrice, après avoir accusé l'acheteur d'être malhonnête, et il l'était bel et bien. Il prit le bus, le train, puis le ferry, vint ici et chercha un terrain à acheter. Il trouva ce terrain, et même s'il savait que c'était illégal, il l'acheta. Il s'installa ici, ne se fit aucun ami et travailla la terre avec bonheur. Jusqu'à ce que nous, les Aroacero, commencions à le harceler et à l'insulter. En fait, conclut Genilson, Z ne voulait pas me tuer. Il l'a fait sur un coup de tête, après avoir entendu tant d'insultes. Genilson marqua une nouvelle pause et reprit ses pensées. Si je n'étais pas heureuse morte, je ne voulais pas que José Diogo le soit. Je n'arrêtais pas de lui rappeler son assassinat. Lorsque le crime fut commis, il fut appelé à témoigner au commissariat le lendemain. Là, il a prétendu ne pas m'avoir vu et ne rien savoir. Le chef de la police l'a cru. Je le tourmentais vraiment. Z était très malheureux. Il y a 2 mois, il est parti en voyage, il n'est parti que quelques jours, et comme il allait revenir, je n'y suis pas allé, je l'ai attendu. J'ai peur d'aller loin d'ici. Je sais que je risque d'être arrêté ou emmené dans un endroit dangereux. Un esprit maléfique pourrait faire de moi un esclave. Je le sais parce que le mort, comme moi, qui erre en ville, m'a prévenu. Personne ici n'était au courant de son voyage. Il a pris le ferry, est allé à la capitale de l'État, puis a pris l'avion. C'était la ville où il vivait. Il pensait souvent à ce qu'il avait fait là-bas, et moi,
Curieuse, je l'écoutais. Il a vendu la maison où il avait vécu, ne voulant voir personne. J'ai appris par l'avocat que sa sœur et son beau-frère avaient un différend avec leur nouvelle compagne. Ils ont vendu leur part et ont dépensé de l'argent. Ils allaient sûrement bientôt se retrouver sans ressources. J'ai appris que l'ex-fiancé avait commencé à fréquenter cet homme, son ancien employé, mais que ça n'avait pas marché. Il avait été licencié et avait trouvé un autre emploi moins bien rémunéré. Il était difficile pour elle, l'ex-fiancé, de trouver un autre homme riche disposé à l'épouser. La famille de l'ex-fiancé avait dû vendre sa maison. Ils avaient emménagé dans ce logement modeste, et elle avait commencé à travailler. Aidez-lui avait laissé de l'argent et des papiers de valeur. Il envisageait de les déposer dans une ville plus grande, près d'ici. Je ne sais pas s'il l'a fait. Quelqu'un l'a-t-il tué pour le voler? Peut-être. En fait, Dioguino n'allait pas bien et son état s'est aggravé ces derniers temps. Moi non plus. Je ne le suis pas. Quand il a commencé à pleuvoir à verse à la radio, nous avons appris que les rivières montaient et qu'il fallait faire attention aux glissements de terrain. Je suis parti. Je suis allé voir mes parents. La maison où ils vivent est très étanche. Malheureusement, je ne pouvais rien faire d'autre que de les regarder placer des seaux là où l'eau fuyait. À mon retour, je les ai trouvés tous les 5 ici, et d'après ce qu'ils disaient, Red était mort dans un coin du jardin. J'ai couru là-bas, j'ai vu le cercueil, et malheureusement, il n'était pas dans le corps. Quelqu'un l'avait éteint et emporté. J'ai décidé de rester avec les invités, et d'après ce que j'ai entendu, Dioguino a été assassiné. Ils lui ont tranché la gorge, comme il l'avait fait pour moi. Genilson était agité, s'est levé, a fait le tour de la maison, puis s'est rassis, réfléchissant. J'ai appris par l'avocat que sa sœur et son beau-frère étaient en désaccord avec leur nouveau partenaire. Ils avaient vendu leur part et dépensaient de l'argent. Ils allaient sûrement bientôt se retrouver sans ressources. J'ai appris que son ex-fiancé avait commencé à fréquenter cet homme, celui qui avait été son employé, mais que ça n'avait pas marché. Il avait été licencié et avait trouvé un autre emploi moins bien rémunéré. Il était difficile pour elle, l'ex-fiancé, de trouver un autre homme riche prêt à l'épouser. La famille de l'ex-fiancé a dû vendre sa maison. Ils ont emménagé dans ce logement modeste, et elle a commencé à travailler. Aidez-lui à laisser de l'argent et des papiers de valeur. Il envisageait de les déposer dans une ville plus grande près d'ici. Je ne sais pas s'il l'a fait. Quelqu'un l'a-t-il tué pour le voler? Peut-être. Le fait est que Dioguino n'allait pas bien et que son état s'est aggravé ces derniers temps. Moi non plus. Je ne le suis pas. Quand il s'est mis à pleuvoir à verse à la radio, on a appris que les rivières montaient et qu'il fallait faire attention aux glissements de terrain. Je suis parti. Je suis allé voir mes parents. La maison où ils habitent est pleine de fuites. Malheureusement, je n'ai rien pu faire, à part les regarder placer des seaux là où l'eau fuyait. À mon retour, je les ai trouvés tous les 5 là-bas, et d'après ce qu'ils disaient, Red était mort dans un coin du jardin. J'ai couru là-bas, j'ai vu le cercueil, et malheureusement, il n'était pas dans le corps. Quelqu'un l'avait débranché et emporté. J'ai décidé de rester avec les invités, et d'après ce que j'ai entendu, Dioguino a été assassiné. Ils lui ont tranché la gorge, comme il l'avait fait pour moi. Genilson, agité, s'est levé, a fait le tour de la maison, puis s'est rassis, réfléchissant. J'ai appris par l'avocat que sa sœur et son beau-frère étaient en désaccord avec leur nouveau partenaire. Ils avaient vendu leur part et dépensaient de l'argent. Ils allaient sûrement bientôt se retrouver sans ressources. J'ai appris que son ex-fiancé avait commencé à fréquenter cet homme, celui qui avait été son employé, mais que ça n'avait pas marché. Il avait été licencié et avait trouvé un autre emploi moins bien rémunéré. Il était difficile pour elle, l'ex-fiancé, de trouver un autre homme riche prêt à l'épouser. La famille de l'ex-fiancé a dû vendre sa maison. Ils ont emménagé dans ce logement modeste, et elle a commencé à travailler. Aidez-lui à laisser de l'argent et des papiers de valeur. Il envisageait de les déposer dans une ville plus grande près d'ici. Je ne sais pas s'il l'a fait. Quelqu'un l'a-t-il tué pour le voler? Peut-être. Le fait est que Dioguino n'allait pas bien et que son état s'est aggravé ces derniers temps. Moi non plus. Je ne le suis pas. Quand il s'est mis à pleuvoir à verse à la radio, on a appris que les rivières montaient et qu'il fallait faire attention aux glissements de terrain. Je suis parti. Je suis allé voir mes parents. La maison où ils habitent est pleine de fuites. Malheureusement, je n'ai rien pu faire, à part les regarder placer des seaux là où l'eau fuyait. À mon retour,
je les ai trouvés tous les 5 là-bas, et d'après ce qu'ils disaient, Zed était mort dans un coin du jardin. J'ai couru là-bas, j'ai vu le cercueil, et malheureusement, il n'était pas dans le corps. Quelqu'un l'avait débranché et emporté. J'ai décidé de rester avec les invités, et d'après ce que j'ai entendu, Dioguino a été assassiné. Ils lui ont tranché la gorge, comme il l'avait fait pour moi. Genilson, agité, s'est levé, a fait le tour de la maison, puis s'est rassis, réfléchissant. Je me suis rassis et j'ai réfléchi. Je me suis rassis et j'ai réfléchi. Écoutez, leur récit m'a ému. Le jeune homme, quelle tristesse. Il a beaucoup souffert. D'abord parce qu'il aimait sa femme et ressentait sa trahison. Ensuite, quelle horreur. Il a été torturé. Il n'a pas tout raconté, mais il s'en souvenait. J'ai vu les scènes. J'étais horrifié. Ils savent vraiment maltraiter. Après son incarcération, sa dent cassée était due à un coup de poing. Là-bas, il a beaucoup souffert. Je pense qu'en prison, soit on guérit, soit on souffre davantage. Il a subi de nombreux sévices, a dû donner sa nourriture à plusieurs reprises et a souffert de la faim. Il a travaillé pour les autres. Son séjour en prison a été vraiment très difficile. Il a raison d'être terrifié à l'idée d'être à nouveau arrêté. J'ai aussi eu pitié de la jeune femme. Depuis toute petite, elle était punie, et ils étaient douloureux. Ils l'enfermaient au sous-sol. Elle restait sans nourriture ni eau. Ses parents voyageaient avec leurs autres enfants, ils ne la prenaient pas, et elle était enfermée seule dans la maison. Elle a été battue à maintes reprises. Adolescente, elle a décidé de se rebeller, devenant agressive, mais elle ressentait profondément chaque insulte et leur mépris. J'avais pitié de ses souvenirs, d'elle seule dans sa chambre, enfermée. Et moi, qui me moquais de elle parce qu'elle était différente. Quelle cruauté! Ce n'est qu'en voyant et en ressentant ce que l'autre a subi que je peux comprendre. Et si je souffrais comme elle ou comme Zadie, que ferais-je? Je pense que j'attaquerais, riposterais, et peut-être tuerais aussi. Et cet homme? La barbarie. J'ai vu ses pensées quand il a vu sa fille morte, quand ils l'ont trouvée. C'était terrible. Comment ce pauvre homme a-t-il souffert? Il avait raison de vouloir tuer le tueur. Maintenant que je suis morte, ou que mon corps est mort et que je suis toujours en vie, je crois comprendre ce que nous avons reçu en retour. Après ce changement, qu'avons-nous fait? Je n'ai rien fait de bien, rien reçu de bien. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, sauf des fruits du jardin. Je l'ai fait pour faire la fête. Je crois que je me suis vraiment fait mal, mais à bien y réfléchir, je l'ai maltraitée en l'insultant. Pour moi, seulement parce qu'elle est prostituée, et pour Z, parce qu'il est différent. Pourtant, il n'a fréquenté personne. Sa mère aussi a souffert. J'ai suivi son histoire de près. Elle a souffert parce que la mère de l'homme qu'elle aimait l'a abandonnée. Je pense qu'elle l'aime toujours. Elle a toujours été humiliée. J'ai vu dans ses souvenirs au refuge, peut-être parce qu'elle était pacifique et ne se défendait pas, qu'elle était battue par d'autres enfants, qu'on lui prenait des choses et qu'on la forçait à faire des corvées pour eux. À l'école, c'était à cause des préjugés liés à son orphelinat et à sa condition de noire. Après cela, elle ne comprend toujours pas ce qui est arrivé à sa relation. Elle savait qu'il était marié, mais elle ne s'attendait pas à être abandonnée. Quelle femme fière et rancunière est sa mère. Comme elle l'a offensée. Je suis contente qu'elle ait décidé de retourner dans la ville où elle vivait. Vivre avec Séraphim n'aurait certainement pas fonctionné. Je ne le connais pas, mais d'après ce que l'homme a dit de lui, ce ne doit pas être quelqu'un de bien. J'aimais bien cette fille, une petite fille polie et gentille, qui n'entrait jamais dans la pièce. Pourquoi? Elle avait peur. Janilson soupira et réfléchit. Nous souffrons tous. Moi aussi, je souffrais. Je ne voulais pas mourir. Les écouter me faisait du bien. J'ai compris que nous traversons tous des épreuves. J'ai cherché la mienne. Si je n'avais pas suivi le jeu, si je ne l'avais pas trafiqué, si je n'avais pas tout gâché, il ne m'aurait pas tué. Le « si alors », comme on disait, s'est produit. Zadie, sur un coup de tête, m'a tué. Si je ne l'avais pas poursuivi, rien de tout cela ne serait arrivé, ou n'existerait même pas. Voilà le résultat de mon imprudence. C'est moi qui ai tort. Janilson pleurait, un cri sincère et amer, et se lamentait. Que ai-je fait de ma vie? J'ai fait souffrir mes parents et mes frères et sœurs, j'ai été irresponsable. J'ai participé à des farces malveillantes. Des farces? Ce n'étaient pas des actes répréhensibles. Quelle tristesse! Le résultat est là. Je suis morte.
Aéré. Je tourmentais Adi, je le blâmais. J'ai oublié ma part de responsabilité. Ma culpabilité. Si j'ai été assassiné, c'est ma faute. De la mienne seule. Oh, mon Dieu. Notre-Dame. Que dois-je faire maintenant? Où vais-je? Serai-je condamné à errer pour toujours, une âme tourmentée? Je n'ai plus de plumes, mais je suis une âme tourmentée, une pitié synonyme de souffrance. Je m'apitoie sur mon sort, mais je comprends que j'ai ce que je mérite. Je n'ai même plus é. Il est mort. Son esprit a quitté son corps et n'est plus là. Je suis seul. Seul. Puis il a pleuré davantage. Soudain, il a ressenti le besoin de demander pardon à Dieu. Seigneur, si tu es amour, pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Je veux apprendre à être une bonne personne. Pardonne-moi. J'ai senti une main sur son épaule. Janilson a été surpris, a regardé et a vu une silhouette entourée d'une douce lumière. Il a voulu s'enfuir, a eu peur, la main l'a attrapé, et puis il a vu l'homme, l'esprit, car en le voyant, il a réalisé qu'il était un homme mort comme lui. L'esprit lui a souri. Janilson s'est calmé et a souri. Cela lui dit, « Janilson, Dieu nous pardonne toujours quand nous le demandons sincèrement. J'ai été chargé de t'aider. Je t'emmènerai là où vont ceux qui ont atteint le niveau spirituel. N'aie pas peur. Viens avec moi. » Janilson continua de pleurer, le dissolvant, mais c'était maintenant un cri d'espoir. Il prit la main de l'esprit qui volait avec lui et l'emmenait à un poste de secours. Maintenant, en fait, la maison sera vide. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, mais ça fait une énorme différence pour nous. Cela aide la chaîne à se développer et à continuer à publier. Merci. La gratitude est le chemin de l'évolution. Chapitre 9. Comment était-il? Isadora, la jeune femme, s'est rapidement adaptée à la ville et au travail. 3 jours après son arrivée, elle a loué un petit appartement et l'a meublé avec le minimum. Elle a dépensé presque tout son argent, ce qu'elle avait apporté. Elle a visité des restaurants et en a choisi 3. C'était pour éviter de s'ennuyer. Il a décidé de ne pas cuisiner dans son appartement. Il voulait consacrer plus de temps à son travail. Il appréciait les repas. L'un des endroits était un restaurant et les 2 autres étaient des maisons familiales. Le surlendemain de son arrivée, il appela ses parents aux centrales téléphoniques. Il savait qu'ils n'étaient pas là à ce moment-là. Il parla à la gouvernante de longue date. Elle était très polie et lui a demandé de prévenir ses parents qu'elle était arrivée dans la ville où elle allait travailler, qu'elle allait bien et qu'elle rappellerait jeudi soir. Elle a demandé des nouvelles de tout le monde, les a remerciés et a raccroché. Ça va aller? À partir de maintenant, je serai poli comme ça. Je ne riposterai plus par des insultes et je ne veux plus être blessé. J'ai pris la résolution d'être meilleur à la maison avec ces gens que je ne connais même pas, mais dont les conversations m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Est-ce ainsi que je vais agir? Elle a rencontré ses élèves, a choisi de leur transmettre des connaissances théoriques et pratiques, et a également prêté attention aux jeunes et les a aidés en cas de besoin. Jeudi soir, elle a appelé, sa mère a répondu, s'est enquise de tout le monde et leur a parlé de son travail. Sa mère lui a demandé d'acheter une ligne téléphonique pour pouvoir envoyer de l'argent. Elle a accepté et l'a remercié. Peut-être que maman a trouvé mon attitude et même ma façon de parler étrange. Elle s'y habituera. Je serai comme ça à partir de maintenant. Avec des horaires fixes, tout organisé, les entraînements se déroulaient au stade de la mairie. Comme c'était nouveau, beaucoup de jeunes se sont inscrits. Elle a organisé de nombreux cours, formant 4 équipes féminines, 6 équipes masculines et 2 groupes d'adultes le soir. Elle s'entraînait quotidiennement pour les équipes, 3 fois par semaine, généralement l'après-midi, car la plupart étudiaient le matin. Après avoir planifié toutes les séances, Isadora s'est portée volontaire dans une école de la périphérie et a demandé à enseigner. Ils l'ont accepté et apprécié. Elle a ensuite commencé à enseigner l'éducation physique et le volley-ball aux jeunes. Le dimanche matin, elle entraînait ceux qui le souhaitaient, et plusieurs jeunes sont venus. Elle a acheté une ligne téléphonique, a appelé sa mère, et sa mère a commencé à l'appeler. Au début, elle se parlait 2 fois par semaine et recevait des questions déplacées. Elle faisait semblant de ne pas entendre et restait aimable. En fait, elle n'agressait plus personne, pas même elle-même. Elle envoyait des photos d'elle avec les équipes, puis se coupait les pointes, les laissait pousser, portait des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres,
se vernissait les ongles et se maquillait parfois. Ses parents étaient ravis de la voir changer et la félicitaient. Sa sœur et son frère l'appelaient aussi, et si elle entendait une ironie ou des questions déplacées, elle les ignorait et se montrait gentille. Après quelques appels téléphoniques, l'ironie cessa, ils parlaient davantage de leur vie. Ils n'avaient pas grand-chose à se dire, ils n'avaient aucun lien de parenté. Nous sommes séparés. Je ne pense pas que nous ayons jamais été proches. Je suis séparé, mais ils sont ma famille. Peut-être qu'ils ne m'aiment pas, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Comme elle le savait 3 mois plus tard, beaucoup de jeunes ont arrêté de juger, et ceux qui voulaient vraiment rester. Elle a organisé les équipes, et elles ont commencé à mieux jouer. Le maire était satisfait de son travail. Isadora se faisait peu d'amis, sortait peu, et l'église priait lors des fêtes où elle était invitée, généralement à l'anniversaire de quelqu'un qu'elle jugeait. Elle savait que tout le monde était curieux de sa vie, d'autant plus qu'elle ne commentait pas, ne parlait pas d'elle. Jusqu'à ce qu'elle soit plus jeune, peut-être plus curieuse, et lui demande « Es-tu célibataire? Tu ne sors pas avec quelqu'un ?» Isadora décida de mentir et répondit « Je suis célibataire. J'ai décidé d'être seule après mon petit ami. On sortait ensemble depuis 3 ans. On pensait se marier, on s'aimait beaucoup. Il est mort dans un accident. J'ai beaucoup souffert. » Elle eut pitié de moi, et tout le monde le découvrit rapidement. Mieux valait mentir, conclut Isadora. Comme ça, ils ne seront plus curieux et ne voudront plus me trouver un petit ami. Je n'aime pas les mensonges, mais c'était une solution. Je ne le ferai pas avant, et la réponse aurait été agressive. Comment? Pourquoi demandes-tu ça? Parce que tu veux savoir. Qu'est-ce que ça te fait? Mais j'ai changé. Avec cette réponse, la curiosité disparut. Elle dormait et mangeait bien, car elle travaillait beaucoup, et elle essayait d'être plus féminine. Elle comprenait que son attitude ne faisait aucune différence. En fait, son apparence extérieure n'avait pas besoin de révéler son intérieur, et elle n'avait pas besoin d'être agressive. Les jeunes hommes l'appréciaient, et elle était en paix avec eux. Elle était reconnaissante de son changement, de la compréhension qu'elle avait acquise grâce à ce qui s'était passé dans cette maison pendant l'inondation. La compagne du jeune homme de l'époque regrettait ces 4-là et souhaitait qu'ils soient aussi bien qu'elle, car elle était en paix avec eux. Et cela se reflétait, transmettant la paix à son entourage. Le jeune Ézéchiel se consacrait à son travail. C'était un bon collègue, aidant les autres. Non seulement il était accepté, mais on l'appréciait. Dès qu'il le put, il alla chez le dentiste, organisa ses finances et eut l'argent pour les soins dentaires. Le traitement fut long, mais le dentiste lui remit de l'ordre. Il pouvait désormais sourire, et il le faisait souvent. Il n'avait plus de trous dans le front. Ses loisirs consistaient à aller au cinéma le samedi soir, à déjeuner au restaurant le dimanche et à aller à l'église évangélique. Dès sa première visite, il a apprécié l'église et a été accueilli avec affection. Il a commencé à participer aux activités et à prier beaucoup. Il était reconnaissant et demandait à Dieu de le délivrer des tentations. Il déclinait les invitations de ses collègues qui, le vendredi après leur service, allaient au bar avant de rentrer chez eux ou à leur logement, pour boire de la bière et grignoter. Ézéchiel avait peur d'y aller. Il pensait pouvoir rester avec le désir. J'aimais beaucoup la bière. J'avais peur d'y goûter et de recommencer à boire après la première gorgée. Je ne voulais pas ça. Faisant un effort, j'ai arrêté de boire et de fumer. Il aimait tout le monde à l'église et sentait qu'il l'appréciait. Une jeune fille, Bélénice, le regardait beaucoup. Ézéchiel la trouvait jolie et intéressante. Elle était institutrice, enseignait dans une école locale et vivait près du temple avec ses parents. Elle est très gentille avec moi, conclut Ézéchiel. Il vaut mieux ne pas s'approcher d'elle. Un dimanche, il y eut un festin pour tout le monde. C'était le jour où il louait le Seigneur. Il fut invité et s'y rendit dans ses plus beaux vêtements. Il s'était acheté des vêtements. Tout le monde déjeunait là. Ézéchiel participa aux activités. Bélénice s'approcha de lui et ils discutèrent. Et elle ne voulait pas la quitter et ils passèrent la journée ensemble. Tout le monde approuva cette rencontre. Ils apprirent à se connaître, car ils parlaient beaucoup et s'appréciaient. La fête prit fin ce soir-là. Ézéchiel retourna à son logement et commença à réfléchir à sa situation. S'il avait décidé d'être honnête, ce devait être avec Bélénice. Il leur avait raconté des moments de sa vie. Mais pas tout, omettant le plus important. Il l'avait fait. Mes parents étaient morts.
J'ai été absent de la ville pendant 2 ans, et à mon retour, mes frères avaient pris tout ce qui appartenait à mes parents. Je n'ai rien fait, j'étais désolé et je suis parti. Sachant que cette ville embauchait des ouvriers du bâtiment, je suis venu ici et je suis bien ici. Je me suis séparé de ma famille. Je leur ai pardonné, mais je ne veux plus rien avoir et je n'ai plus eu de contact avec eux. C'est un collègue, celui qui lui avait recommandé le temple. Eux, les fidèles et le pasteur le connaissaient, il était honnête, travailleur, un bon collègue, et il ne buvait ni ne fumait. Je dois, conclut Ézéchiel, décider de ce que j'allais faire. Je ne peux pas laisser ce qui est arrivé arriver et le regretter. J'aime bien Bélis, mais je sais qu'elle est trop bien pour moi. Elle ne mérite pas de m'avoir comme petite amie. Que faire? Il y réfléchit et décida que la chose la plus honnête à faire était de le lui dire. Il lui demanda de le retrouver sur la place, près de chez Bélénice. Ils se retrouvèrent et s'assirent sur un banc. Il voulut faire ce qu'il avait prévu sur le champ et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il parla de ses parents, de son implication, de la trahison, de l'arrestation, de la torture et de ses souffrances en prison. Il dit qu'il reviendrait effectivement, mais que ses frères ne l'accueilleraient pas et ne lui donneraient rien de l'héritage, surtout pas avec toutes les inondations causées par son séjour dans la petite maison au bord de la route, car il pensait que cet événement n'avait rien à voir avec sa vie et parce qu'il avait promis de n'en parler à personne. Bélénice écouta attentivement. Il conclut, « Tu mérites quelqu'un de meilleur. Je ne peux pas donner mon avis. » Décidé? Demanda Bélis. Tu ne crois pas que nous pouvons changer, nous efforcer et devenir meilleurs? Moi oui. Allons parler au pasteur. Je lui demanderai de nous voir après le service du mercredi. Voyons son avis. Ézéchiel acquiesça. Mercredi, ils restèrent tous les deux au temple, et après le départ de tous, le pasteur alla leur parler. C'est Bélénice qui leur raconta tout. Le pasteur donna son avis. Ézéchiel, depuis que je t'ai vu entrer dans notre maison de prière, j'ai senti que Dieu te voulait ici et que je devais m'occuper de toi et t'aider. Dieu t'aime. Je veux que ce que Bolnisis m'a dit reste entre nous trois et Dieu. Que personne d'autre ne le sache. Tu es le fils du Père bien-aimé qui revient à la maison. Rencontre, marie-toi et reste fidèle à ton objectif. C'est ce que Dieu veut. Ézéchiel pleura amèrement. Le pasteur le serra dans ses bras, puis leur prit la main et les joignit. Soyez heureux et gardez Dieu dans votre cœur. Ézéchiel, calme et heureux, commença une relation, travailla avec plus de dévouement et devint chef d'équipe. En gagnant plus, il était vraiment en paix. Ce qui s'était passé ensuite, conclut-il, et cette fois pour le mieux, c'était d'être honnête, de le dire et d'être accepté. Sébastiao, dit Tiao, allait mieux, plus attentif et dévoué à sa femme, à sa famille, à ses petits-enfants qu'il aimait, à ses employés et à ses amis. Lorsqu'un proche mourait, il allait consoler la famille. Il devint très religieux. J'ai entendu dire qu'il ne l'avait plus revu, et les commentaires furent nombreux. Après qu'il eut cessé d'aller en ville, ils se rendirent chez lui et n'y trouvèrent personne. Ils affirmèrent qu'il avait peut-être déménagé, qu'il était parti, puisqu'il avait emporté ses vêtements et quelques affaires. Ils suggérèrent aussi qu'il avait peut-être traversé la petite rivière lors de l'inondation, était tombé à l'eau et s'était noyé. Une famille s'installa dans la maison qu'ils avaient laissée dehors pendant des mois. Puis, emportant tout, ils déménagèrent. Des mois plus tard, la maison fut vandalisée. Ils prirent les portes, les fenêtres, les tuiles et même les briques. C'était en ruine et on le voyait à peine depuis la route à cause des mauvaises herbes qui avaient poussé. Tout change, pensa Sébastiao. Tout passe. J'étais comme ça à l'époque. Il me manque tous les 4. Dommage que je ne les connaisse pas. J'espère qu'ils vont tous aussi bien que moi. Je ne peux pas oublier que c'est là, chez Feuzadi, qu'en les entendant, j'ai changé d'avis et que je n'ai pas tué ce meurtrier. Si je l'avais fait, le pire serait arrivé. J'aurais fait souffrir encore plus toute ma famille. La semaine dernière, ma femme est restée alitée pendant 3 jours à cause d'une mauvaise grippe. Je me suis occupé d'elle. C'était merveilleux de me sentir utile à mon compagnon de tant d'années. Si j'avais tué cet homme, je serais soit en cavale, soit en prison, loin d'eux. Et il dépenserait certainement de l'argent pour moi, et nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas riches, mais nous avons tout en abondance. Écoutez, le jeune homme m'a mis en garde. Ce n'est pas la peine de me prendre pour une mauvaise personne pour me venger. Elle en récoltera les fruits. Ça aurait pu être Eddie?
Elle aurait pu le poursuivre, puisqu'il est une femme déshéritée. Peut-être. Le fait est que Séraphine a vite commencé à vivre avec une fille. Elle a oublié sa mère. C'était bien pour elle. Mais aucun de nous dans cette maison ne méritait d'être arrêté pour le crime commis. Je n'ai parlé à personne, et je ne parlerai à personne, de mon séjour là-bas, ni à ma femme. Je ne lui cache rien. Et il y a 2 choses que j'ai cachées. Pourquoi j'étais parti voyager pendant cette inondation et ce qui s'est passé chez Z.